Bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'on nous entend et on nous voit? Normalement, ça doit être bon. Avec aujourd'hui, du coup, Jonathan. Oui, merci Guillaume. On va avoir des bonjours et des oui de tout le monde. Donc bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un super week-end. On attaque une troisième semaine post-confinement après avoir vu le choc, la prise de décision et maintenant le passage à l'action. Justement, on passe à l'action aujourd'hui sur un sujet toute la semaine. Pour vous réintroduire, on continue avec Eldorado de faire des webinars pour vous aider à vous y retrouver sur tous les financements en cours. Demain, on a notamment la Chambre de commerce, Nicolas de la Chambre de commerce qui va bien détailler avec nous tous les dispositifs. On va commencer à en parler aujourd'hui, notamment sur les dispositifs de financement indirect, que sont les crédits d'impôt et réduction de charges. Continuez à vous renseigner, c'est le but de cette semaine. Et de passer à l'action. Nous, on continue de notre côté pour Eldorado d'avoir un maximum de retours des investisseurs privés qui mettent quelque peu leur investissement en parenthèse quelques semaines seulement, puisqu'ils vont partir après. Il faut anticiper un retour de crise. Et puis, il y a tous les dispositifs de financement qui existaient avant la crise qu'il faut mobiliser et les dispositifs de financement en crise. Pour info, on est en train de sortir un accompagnement gratuit pour les entrepreneurs avec Eldorado spécial crise. N'hésitez pas à m'écrire à adrien@eldorado.co où on vous fait un appel gratuit pour vous établir un peu la stratégie de financement et vous réexpliquer les dispositifs de financement en cours parce que on sent que beaucoup de gens sont perdus. On va essayer d'y voir plus clair aujourd'hui avec toi, Jonathan, aussi sur la partie financement CIR, CI, JEI, tous les dispositifs d'avantages fiscaux et puis même avoir ton avis, toi, parce qu'avec Optimal Gestion, vous accompagnez pas mal d'entreprises innovantes. Tu peux rappeler d'ailleurs un petit peu ce que vous faites et puis Oui, après, bonjour à tous. Merci Adrien de cette invitation. Ravi de pouvoir animer avec toi ce webinaire. Notre métier, en fait, c'est le conseil en financement de l'innovation et de la croissance. Donc, on accompagne par la mobilisation d'aides publiques les entreprises qui ont des projets soit d'innovation, soit de croissance et qui donc peuvent, en parallèle de leur parcours de financement privé pour lequel ils peuvent solliciter effectivement Eldorado, mobiliser un certain nombre d'aides publiques, notamment les dispositifs fiscaux, à savoir le crédit impôt recherche, le statut de jeune entreprise de vente, le crédit impôt innovation et autres, pour lesquels on va monter pour eux les dossiers du début de l'identification des dispositifs jusqu'au montage complet du dossier et au suivi administratif. du coup, d'ailleurs, pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai posté un sondage pour qu'on voit un peu la population du webinar sur les personnes qui ont ou pas obtenu des dispositifs de crédit d'impôt ou de réduction de charges sociales ou fiscales. Si on l'a pas fait, première question, si on l'a pas fait, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Il y a sûrement des entreprises qui n'ont pas forcément des crédits d'impôt en cours, qui se posent la question que ce soit un financement disponible pour les prochains mois ou prochaines années. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, aux entrepreneurs? D'abord, avant effectivement de rentrer dans le détail de ce qu'est le parcours de financement idéal, je voudrais juste présenter très rapidement en quelques mots les trois dispositifs principaux dont on parle, le crédit impôt recherche, le crédit d'impôt innovation et le statut de jeune entreprise innovante, parce que on en entend beaucoup parler, mais enfin, il faut quand même savoir de quoi il en retourne exactement. Le dispositif principal, c'est le crédit d'impôt recherche. C'est un dispositif qui coûte à peu près 6 milliards d'euros par an à l'État. Donc, c'est le dispositif majeur de financement de l'innovation en France. Il est réservé aux entreprises qui ont des dépenses de recherche et développement. Qui dit recherche et développement dit des activités qui vont au-delà de l'état de l'art d'un point de vue scientifique. Donc, tout le développement informatique, par exemple, n'est pas nécessairement de la R&D. Inversement, il y a beaucoup de R&D, y compris dans des process méthodologiques ou des choses comme ça auxquelles on ne penserait pas forcément. Donc, le crédit impôt recherche, il est assez simple à comprendre. L'année N, l'entreprise engage des dépenses de recherche et développement et au moment de déposer sa liasse fiscale en année N plus 1 portant sur l'année N, elle va pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt de 30% du montant des dépenses de R&D engagées l'année N. Donc, grosso modo, il faut considérer que c'est une subvention de 30% du montant des dépenses de recherche et développement engagées par l'entreprise. Comment ça se calcule? C'est des codes-parts de salaire chargés, c'est les dotations aux amortissements, c'est une partie des frais de fonctionnement qui sont calculés de manière forfaitaire, qui permettent de déterminer une assiette de dépenses de recherche et développement, et à partir de là, donc, un crédit d'impôt de 30% de ce montant-là
qui s'applique en priorité par une réduction de l'impôt sur les sociétés quand on paye de l'impôt, et quand on n'en paye pas, on a droit, et qu'on a une PME ou une JEI, on a droit au remboursement dit immédiat de l'administration qui prend en fait quelques mois. Donc ça, c'est le crédit impôt recherche. À peu près 20 000 entreprises en bénéficient en France, beaucoup de startups évidemment dans l'écosystème tech qu'on connaît en bénéficient, avec un enjeu, on va en parler un peu plus tard, qui est un enjeu de documentation, enfin de calcul et de documentation scientifique. Le deuxième dispositif dont on peut parler, c'est le crédit d'impôt innovation, qui est un peu le petit frère du crédit impôt recherche. Pourquoi le petit frère? Parce qu'il en est tiré, mais qui vient lui soutenir à hauteur de 20% et non pas 30%, comme dans le crédit impôt recherche, donc 20% les dépenses d'innovation. Et quelle est la différence entre les dépenses d'innovation et les dépenses de recherche? Eh bien, les dépenses d'innovation, il n'y a pas besoin de démontrer que scientifiquement, on a été plus loin que l'état de l'art sur le secteur d'activité, mais il faut simplement démontrer qu'on est en train de développer un produit nouveau sur un marché donné et que ce produit va être supérieur à ce qui existe sur le marché, soit en termes d'éco-conception, de fonctionnalité, de performance technique ou d'ergonomie. Et donc, il faut avoir un de ces 4 critères par rapport à ce qui existe sur le marché pour démontrer qu'on est en train de faire un produit innovant et donc avoir droit au crédit d'impôt innovation, c'est-à-dire 20% des dépenses d'innovation. Ce crédit d'impôt innovation est limité à 400 000 euros de dépenses annuelles, qui donne donc au maximum 80 000 euros de crédit d'impôt innovation. Il est réservé aux PME. Troisième dispositif dont on peut parler, c'est le statut de jeune entreprise innovante. C'est en gros un label français pour les startups, pour le dire comme ça. Pour obtenir ce statut de jeune entreprise innovante, il faut respecter un certain nombre de conditions, je vais y revenir. Et ce statut donne droit à 2 avantages principaux. Un avantage social, vous avez des exonérations de charges sociales patronales relativement importantes, à hauteur à peu près des 2/3 des charges sociales patronales. Et donc, vous avez une économie sur la masse salariale concernée par le statut de jeune entreprise innovante de l'ordre de 15 à 20% de la masse salariale. C'est assez important, ça vient vraiment corriger, on va dire, le niveau élevé de charges sociales en France par cette exonération. Deuxième avantage dont vous pouvez bénéficier, c'est une exonération fiscale, c'est-à-dire une exonération d'impôt sur les sociétés la première année où vous serez bénéficiaire et de 50% de cet impôt sur les sociétés la seconde année où vous serez bénéficiaire. Le statut JEI, il impose de respecter 5 conditions. La société doit être jeune, avoir moins de 8 ans à la clôture de l'exercice. Donc en gros, en général, ça veut dire qu'on peut l'appliquer pendant 7 exercices. Deuxième chose, il faut être une société possédée à plus de 50% par des personnes physiques, directement ou à un cran. Quand je dis à un cran, c'est via des holdings, par exemple, de détention. Il faut être indépendante, c'est-à-dire ne pas être issu d'une restructuration, d'une scission ou autre d'une entreprise préalable. Donc ça évite par exemple des cas de grands groupes qui pourraient faire sortir dans une JEI, enfin dans une structure qu'ils auraient voulu mettre JEI, une innovation spécifique pour bénéficier d'exonération de charges. Ça, c'est effectivement pas possible. Et puis, les autres critères, il faut effectivement être une PME au sens communautaire du terme. Et puis, dernier point, c'est avoir au moins 15% de ces charges qui soient des charges de recherche et développement. Donc, autrement dit, si vous êtes JEI, vous avez droit, ça veut donc dire que vous avez des charges de recherche et développement et donc vous avez droit à du crédit impôt recherche par ailleurs. Donc, voilà un peu les 3 dispositifs avec lesquels on jongle. Et on va parler ensuite du parcours idéal pour les mettre en place, de l'intérêt de l'un et de l'autre, et ainsi de suite. Ouais, du coup, il y a que 10 réponses, mais n'hésitez pas à répondre dans les sondages. 6 personnes qui n'ont pas bénéficié, on va d'abord parler d'eux. Il y a un certain nombre d'entreprises qui pourraient bénéficier du statut de crédit d'impôt recherche et il y en a quand même plus maintenant, et de CI ou de JEI. Qu'est-ce que tu leur dirais là aujourd'hui? Bon, de prime abord, il y a les réflexes qu'on a pris tous ces semaines dernières, réduire les charges, gérer sa trésorerie, voir les dispositifs de prêt et de solutions de financement à court terme. Et sur le CIR, le JEI ou le CI, qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur dans cette période de crise? Est-ce que c'est quelque chose qu'il doit aller rechercher? Combien de temps ça va lui prendre, etc. Le crédit impôt recherche, c'est un dispositif qui est quelque part rétroactif, c'est-à-dire que vous récupérez un montant d'aide, le crédit d'impôt, a posteriori la réalisation des dépenses. On est actuellement en premier trimestre d'une année donnée en phase idéale pour mobiliser ce crédit d'impôt recherche parce que
votre exercice, si vous avez clos votre exercice au 31 décembre, vous avez réalisé des dépenses de R&D au cours de l'année 2019, vous allez pouvoir maintenant, dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, déposer votre déclaration de crédit impôt recherche auprès de l'administration fiscale. En quoi cette année est différente des autres années? C'est assez simple. Compte tenu de la crise Covid, le gouvernement a décidé de rendre possible le fait de bénéficier du remboursement du crédit impôt recherche avant même le dépôt de l'alias fiscale. En temps normal, il aurait fallu que vous attendiez au mois de mai, par exemple, de déposer votre liasse fiscale complète pour joindre votre demande de remboursement du crédit impôt recherche. Eh bien, cette année, vous pouvez déposer dès maintenant votre demande de remboursement de crédit impôt recherche. Pour tous ceux qui n'avaient pas fait de crédit d'impôt jusqu'à présent, ne l'avaient pas déclaré, mais qui ont réalisé par ailleurs des dépenses de recherche et développement en 2019, eh bien, c'est le moment d'essayer de récupérer votre crédit d'impôt de 30% sur ces dépenses dès maintenant en déposant votre déclaration auprès du service des impôts. Donc, pour être bien d'accord, on n'est pas obligé d'attendre le dépôt de l'alias qui est prévu pour juin pour les entreprises pour déposer la demande de STIR. Exactement. Voilà, normalement, en fait, pour être un peu plus précis, on joint à sa liasse fiscale un formulaire CERFA qui est le 2069A. C'est un formulaire qui permet de récapituler les dépenses de R&D engagées par l'entreprise au cours de la période donnée et donc le calcul du crédit impôt recherche. Ce formulaire, eh bien, il est possible de l'envoyer dès maintenant, même si votre liasse fiscale n'est pas encore adressée à l'administration fiscale, et de bénéficier du crédit d'impôt recherche correspondant, donc d'engager le processus de remboursement dès maintenant. L'engagement de l'administration, c'est assez exceptionnel aussi, c'est de traiter ces demandes théoriquement sous quelques jours. J'imagine que ce sera certainement plutôt quelques semaines en pratique, mais c'est de toute façon nettement mieux que ce qui se faisait jusqu'à présent, puisqu'en moyenne, les entreprises qui déclarent du crédit impôt recherche en mai pour une année, donc pour l'année d'avant, en général perçoivent leur crédit impôt recherche en septembre, octobre, novembre. Donc on est là sur des délais qui se veulent nettement plus réactifs de la part de l'administration. On verra en pratique ce que ça va donner, mais la démarche, en tout cas l'affirmation politique est claire. Et du coup, ça veut dire qu'il faut quand même avoir bien avancé sur son état comptable 2019 pour bien extraire les dépenses R&D et le financement CIR avant même d'avoir fini le dépôt de l'alias fiscal. Il faut quand même avoir bien travaillé dessus. Alors, c'est une bonne question. Comme je le disais tout à l'heure, un crédit impôt recherche, ça se calcule à partir de la réalisation des dépenses de recherche et développement de l'année. Ces dépenses, elles sont de catégories différentes. La première catégorie, c'est les quotes-parts de salaire chargés des équipes engagées dans la R&D. Donc, très concrètement, vous avez payé des salariés durant l'année 2019. C'est effectivement, il y a besoin de ressortir maintenant tout ce qui concerne la paye de ces salariés, parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir calculer votre crédit impôt recherche 2019. De la même manière, les dotations aux amortissements du matériel utilisé en R&D sont éligibles au crédit impôt recherche. Là aussi, il faut les éléments pour les documenter. Globalement, ce sont quand même des éléments de comptabilité qui sont assez simples, assez accessibles, qui demandent effectivement que l'année soit close, soit après le 31-12. Mais une fois que c'est le cas, on n'a pas trop de mal à récupérer les éléments pour pouvoir calculer le crédit impôt recherche. D'accord. Ok. Il y a une question de Jamel. Est-ce que c'est forcément sur l'année N-1? C'est un exercice fiscal de l'année N-1 qui est pris en compte là. Alors, vous avez la possibilité sur le crédit impôt recherche, de manière générale, comme sur tout ce qui est fiscal, de remonter 3 ans en arrière. Donc, vous avez la possibilité aujourd'hui de déclarer un crédit impôt recherche correspondant aux exercices, aux années civiles 2017, 2018 et 2019. Dans le cas où pour 2017 et 2018, vous ne l'auriez pas fait auparavant. Donc ça, c'est important. On a très souvent des entreprises primo-déclarantes, donc qui déclarent pour la première fois du crédit impôt recherche, qui vont bénéficier de manière rétroactive de plusieurs années de crédit impôt recherche parce qu'auparavant, elles ne l'avaient pas fait pour tout un tas de raisons. Ça, c'est un élément à garder en tête. Et ça, c'est du cash qui est mobilisable relativement rapidement. Et si tu es en premier exercice, c'est-à-dire que ton premier exercice se termine le 1er décembre, enfin le 31 décembre 2020, qu'est-ce que tu peux faire? Alors, si ton exercice se termine le 1er décembre 2020, à ce stade, il n'y a rien qui puisse être fait en termes de mobilisation du crédit impôt recherche parce que il faut que ce soit un crédit d'impôt pour que le remboursement accéléré puisse se faire comme proposé par l'administration fiscale. Il faut que ce soit normalement un crédit impôt recherche restituable en 2020. En théorie, celui correspondant à des entreprises dont le premier exercice n'est pas clos est restituable en 2021. Je n'exclus pas que certains SIE ferment les yeux sur ce genre de demande et laissent passer et remboursent, mais on l'a pas encore testé de manière pratique pour pouvoir vous confirmer la chose.
Et pour rappel, une entreprise qui n'a jamais déposé de dossier, à la différence d'une entreprise qui a déposé un dossier, celle qui a déjà déposé et déjà obtenu un remboursement crédit d'impôt les années précédentes va être plus rapide pour produire ses dépenses R&D et se baser peut-être même sur un rescrit de l'administration pour aller plus vite par rapport à une entreprise qui est primo-déclarant de crédit d'impôt. C'est quoi ton point de vue là-dessus ou tes conseils sur les entreprises qui vont le déposer le premier là justement? Alors, d'abord, le crédit impôt recherche, il est déclaratif, c'est-à-dire que vous déclarez des dépenses de recherche et développement l'année N, et puis ensuite l'administration vient vous contrôler, peut-être en année N+1, N+2, N+3. C'est exactement comme quand vous faites un don à titre personnel, vous faites un don au Resto du Cœur. Dans votre déclaration d'impôt, vous indiquez que vous avez fait des dons, vous appliquez une réduction d'impôt de vous-même sur la base des documents que vous avez, du calcul que vous avez fait de votre réduction d'impôt, et l'administration vient vous contrôler ensuite ou pas. Pour le crédit impôt recherche, c'est un peu la même chose. Vous déclarez, l'administration va venir vous contrôler ou pas. En pratique, ce qu'on constate, c'est que l'administration a mis en place un premier niveau de contrôle, qui est celui de la demande d'information. Au moment où vous demandez à l'administration de rembourser un crédit d'impôt, en général, elle va vous renvoyer un questionnaire qui est une demande d'information dans laquelle elle va vous demander comment vous avez calculé ce crédit d'impôt, à quelle activité évidemment ça correspond, de transmettre un dossier scientifique de justification du crédit impôt recherche, de transmettre les pièces administratives, les bulletins de salaire, les éléments relatifs aux dotations, aux amortissements et ainsi de suite. Enfin, bref, tout ce qui va permettre de justifier votre montant de crédit d'impôt. Sur ces bases-là, l'administration fiscale peut vous verser les sommes ou décider, si elle le souhaite, de saisir le ministère de la Recherche pour mandater un expert scientifique et contrôler scientifiquement que ce que vous avez jugé éligible au crédit impôt recherche est bien de la recherche et développement. Et dans ce cas-là, c'est un processus un peu plus long, puisque le ministère de la Recherche nomme un expert scientifique qui, en général, est un prof d'université qui va faire ça en plus de son job ordinaire, qui va donc devoir déterminer si oui ou non c'est de la R&D. Et si c'est de la R&D, en général, l'administration fiscale va suivre l'avis du ministère de la Recherche et valider le crédit d'impôt. Et si le ministère de la Recherche considère que ça ne l'est pas, bien en général, l'administration fiscale, là aussi, va suivre l'avis de l'administration, du ministère de la Recherche et ne va pas vous verser le crédit d'impôt recherche. Autrement dit, même quand vous avez les sommes versées par l'administration fiscale au début, après la demande d'information, il faut garder en tête que ça ne vaut pas un contrôle complet et que l'administration est libre de venir contrôler pour aller un peu plus loin via le ministère de la Recherche en année N+1, N+2, N+3 si elle le souhaite. D'accord. On a une petite question toujours sur le crédit d'impôt recherche, le nombre d'années de rétroactivité du CIR. Alors, ça rentre dans le cadre de en fait, tout ce qui est fiscal. On a une rétroactivité de 3 ans. Donc concrètement, vous avez jusqu'au 31 décembre 2020 pour déposer le formulaire 2069A correspondant à l'année civile 2017. Autrement dit, toutes les dépenses engagées depuis le 1er janvier 2017 sont encore récupérables au titre du CIR jusqu'au 31 décembre 2020. Voilà. En 2021, vous ne pourrez plus déposer ce CERFA correspondant aux dépenses de 2017. D'accord. Ok. Après, donc ça se décale. Oui, c'est 3 ans. Enfin, voilà, c'est 3 ans glissants. Ok. Donc du coup là, si on résume, je suis un entrepreneur, je pense avoir des dépenses R&D, je m'y prends comment? Je suis primo-déclarant, je m'entoure d'un spécialiste qui le fait, mais on construit un dossier. Alors, ouais, vas-y. Ouais, alors effectivement, la bonne démarche sur un dossier de crédit impôt recherche, c'est de se poser d'abord les questions scientifiques. C'est ce qu'on fait nous avec nos clients quand on les accompagne. La question de base, c'est de déterminer quelles sont les activités réalisées par l'entreprise qui sont des activités éligibles au crédit impôt recherche. Donc, on va tout simplement interroger l'entreprise, demander de décrire ses activités, ce qu'elle pensait de son projet de R&D ou ses projets de R&D, quand on a plusieurs. Et on va là-dessus identifier ce qui est éligible réellement au crédit impôt recherche. Pourquoi ça ne recoupe pas exactement ce que l'entreprise peut avoir en tête? Parce que, comme je vous le disais, le crédit impôt recherche a une définition assez stricte de la recherche et développement. Ça renvoie d'un point de vue légal à un document qui s'appelle le manuel de Frascati, qui est le document de référence sur le plan international qui définit la R&D en entreprise.
Et on va identifier dans les travaux de l'entreprise ce qui relève réellement de quelque chose d'éligible au crédit impôt recherche. Et lorsque ça l'est, on va ensuite passer à la deuxième étape, qui est la valorisation de ces activités par l'affectation des temps des personnels dédiés à ces activités, la détermination du matériel utilisé pour qu'on puisse retenir les dotations aux amortissements, et ainsi de suite. Mais la première question à se poser, c'est mon activité est-elle une activité de R&D ou inclut-elle en partie des activités de R&D? J'attire votre attention sur un point. Quand on dit R&D, beaucoup de gens pensent nécessairement blouse blanche, biotechnologie, pharmacie ou alors informatique vraiment de pointe. Ça l'est bien sûr, ce sont des activités qui sont éligibles, mais pas seulement. Toutes les disciplines scientifiques sont éligibles au crédit impôt recherche. En théorie, vous pouvez faire de la R&D en entreprise, en marketing. Vous pourriez même en faire en histoire. C'est juste qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui vendent des prestations liées à de la recherche en histoire, mais on pourrait imaginer de la recherche en histoire qui soit faite en entreprise. C'est le cas en sciences de gestion. C'est le cas dans beaucoup de disciplines, j'allais dire, humaines et sociales. Donc, il y a les sciences dures, mais il y a aussi tout le reste qui est éligible au crédit impôt recherche parce qu'on peut valoriser soit de l'amélioration technologique, soit de l'amélioration méthodologique. Et l'amélioration méthodologique, par exemple, la digitalisation d'un process métier, c'est parfaitement éligible. Ok. Donc ouais, donc tu réunis un petit peu toutes tes dépenses là-dessus et tu déposes un premier dossier. Est-ce que tu dirais que les primo-déclarants doivent aller chercher un rescrit à court terme là aujourd'hui ou est-ce que vaut mieux essayer de déposer un dossier STIR sans rescrit pour le moment et pour accélérer les démarches potentiellement et le but c'est d'apporter aussi de la trésorerie à court terme quoi dans cette structure. Alors, il y a plusieurs solutions possibles pour sécuriser la démarche de crédit impôt recherche, parce que comme le disais, c'est déclaratif, il y a toujours le risque de requalification. Une des démarches, tu l'évoques, c'est celle de faire un rescrit fiscal relatif au crédit impôt recherche. Donc, on a le droit d'interroger l'administration fiscale en présentant son projet de R&D et en lui disant est-ce que vous pouvez me confirmer, oui ou non, que je suis bien éligible et avoir une réponse qui engage l'administration. Ça, c'est possible. Simplement, le rescrit de crédit impôt recherche, il doit être engagé relativement tôt dans la réalisation des travaux. Donc, c'est assez peu employé par les entreprises. Ce qu'on privilégie en général, c'est plutôt une combinaison qui utilise le statut de jeune entreprise innovante pour celles qui y sont éligibles et du crédit impôt recherche. Je m'explique. La plupart des startups peuvent, si elles font de la R&D, peuvent bénéficier du statut de jeune entreprise innovante puisque les autres critères non issus d'une scission, moins de 8 ans et compagnie, PME, enfin ça en général ne pose pas de problème. Donc, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on fait un rescrit de jeune entreprise innovante, c'est-à-dire qu'on va s'adresser à l'administration pour dire confirmez-nous que nous sommes bien JEI pour les années à venir. On va, dans ce cadre-là, décrire les travaux de R&D puisqu'il faut bien démontrer qu'on respecte le critère de 15% de charge de recherche et développement. Et la réponse de l'administration au rescrit JEI sera opposable sur le crédit impôt recherche. On va pouvoir utiliser l'accord donné par l'administration sur le JEI qu'on aura initié dès le départ pour protéger autant que possible les crédits impôt recherche des années suivantes. Pourquoi autant que possible et pas parfaitement? Parce que évidemment, quand vous avez fait votre rescrit JEI au départ, vous l'avez fait de manière prospective en imaginant les travaux que vous réaliseriez l'année N, N+1, N+2 par exemple. Lorsque vous faites vos crédits impôt recherche de chaque année, vous vous appuyez sur les travaux réellement réalisés. Il peut y avoir un écart entre ce que vous pensiez que vous feriez et ce que vous avez réellement fait. Donc évidemment, vous êtes couvert dans la limite du fait que ça corresponde évidemment à ce que vous avez dit que vous feriez dans le rescrit qui a été validé. Mais malgré tout, vis-à-vis de l'administration, c'est un élément extrêmement fort d'éligibilité. Et très souvent, quand il y a un accord, un rescrit JEI qui a été accordé, vous êtes relativement serein sur vos crédits impôt recherche pendant quelques années. D'accord. Et du coup, là, vu que c'est à court terme, vaut mieux quand même privilégier est-ce qu'on peut faire un dépôt et ensuite demander un rescrit pour un dépôt qui est déjà effectué? C'est un cas qui peut exister ou pas forcément? Alors, quand tu dis demander un rescrit pour un dépôt qui a été un dépôt, oui, on peut bien sûr. Alors, un cas simple, on peut imaginer d'avoir déposé chaque année des rescrits crédit impôt recherche, enfin d'avoir déposé chaque année des déclarations de crédit impôt recherche, et puis de faire un rescrit JEI à un moment donné dans la vie de l'entreprise. Alors, on est évidemment dans la période de 8 ans, et tant que l'entreprise respecte les critères, et d'utiliser ce rescrit JEI pour valider un certain nombre de crédits impôt recherche, soit qui viennent de passer 1 an avant, 2 ans avant, soit qui sont à venir. Oui, ouais, ça renforce la sécurité, on va dire, d'un contrôle potentiel aussi, quoi. Complètement. En fait,
C'est pour ça que le CIR et le JEI vont beaucoup ensemble, parce que on peut utiliser les avantages de la documentation du JEI enfin la sécurisation du JEI pour sécuriser le CIR et inversement, les travaux de CIR, les documentations de CIR chaque année sont la preuve que chaque année l'entreprise respecte bien les 15% de charge de R&D et donc est bien éligible. Ok. Si on a déjà déposé un CIR, enfin qu'on a déjà déposé un crédit d'impôt ou qu'on a un rescrit JEI, etc. Tes conseils, c'est ce que tu disais au début, c'est-à-dire déposer la demande le plus vite possible pour avoir un remboursement rapide. Comme tu dis, hein, ça va être quelques semaines, peut-être un mois de délai de remboursement. Pour rappel, si on n'avait pas ces dispositifs Covid, on aurait déposé en mai. Et on aurait obtenu remboursement potentiellement en décembre, quoi. C'est à peu près Alors, oui, il n'y a pas de il y a pas de règle évidemment absolue. Ça dépend des SIE, ça dépend de votre inspecteur, votre contrôleur, ça dépend de l'habitude aussi qu'a le SIE de votre propre demande de CIR. Ça dépend du montant aussi, puisqu'il y a des montants à partir desquels il faut une validation régionale, enfin, et ainsi de suite. Mais je vois qu'il y a une question posée par Guillaume il y a quelques minutes, qui proposait d'ailleurs sa manière de faire, qui peut fonctionner. Alors, en pratique, ce que Guillaume propose dans les questions, c'est de dire tout simplement, si j'accélère mon dépôt de l'IAS fiscal, est-ce que je peux d'une certaine manière anticiper de manière régulière, au-delà du dispositif Covid de cette année, mais chaque année, anticiper mon remboursement de CIR? Évidemment, c'est l'idéal, c'est de pouvoir déposer sa l'IAS fiscale le plus tôt possible. Parce que d'abord, vous démarrez le process plus tôt, vous passez en haut de la pile avant que tout le monde arrive, et vous avez quand même de meilleures chances que votre inspecteur des impôts traite d'abord le dossier qui est arrivé le 15 février que celui qui est arrivé avec tout le monde le 15 mai. Là encore, c'est pas des règles absolues. Chaque inspecteur des impôts s'organise comme il veut pour traiter ses demandes, mais malgré tout, c'est quand même une bonne pratique. De manière, d'expérience en revanche, ce qu'on constate, c'est que les entreprises sont rarement en mesure de déposer leur liasse fiscale aussitôt que ce qu'elles souhaiteraient. Très souvent, il y a toujours des choses qui traînent parce qu'il manque des justificatifs, qui fait que l'expert comptable ne peut pas réaliser la liasse annuelle en général avant mars-avril. Voilà. Il y en a qui arrivent un peu plus tôt, mais c'est quand même rare. Ouais, exactement. Du coup, le dispositif accéléré fait que vraiment, tu dirais aux entrepreneurs là, dans les prochaines semaines, avec son expert comptable, de se pencher et son cabinet, de se pencher sur vraiment le clôturer le plus vite, puisque Alors, voilà, cette année, il n'y a pas besoin de clôturer ouais, enfin cette année, mais effectivement, le CIR, oui. Ouais. Effectivement, il y a besoin de clôturer le calcul du CIR le plus vite possible. Dès que vous avez votre chiffrage, vous êtes donc capable d'établir votre formulaire 2069A. Il faut le déposer avec, alors, si on rentre dans les détails pratiques, avec le formulaire 2572 et 2573. Le 2572, c'est le relevé de solde d'IS. Le 2573, c'est le document qui est la demande de remboursement en elle-même. C'est-à-dire que c'est une chose de déclarer du CIR, c'est autre chose encore de demander à l'État de nous le rembourser. On pourrait très bien imaginer de laisser une créance sans demander de remboursement. Donc, le 2573, c'est le formulaire de demande de remboursement. Donc, si vous envoyez ces trois documents, 2069, 2572, 2573, en théorie, votre demande de CIR devient opérationnelle, si j'ose dire, au sein de l'administration fiscale dès maintenant et vous permet d'espérer un remboursement beaucoup plus tôt que les années précédentes. Ok. Du coup, d'ailleurs, on a une question sur les dépenses, puisque Stéphane nous pose une question s'ils ils sont passés par une agence de développement pour le développement d'un projet innovant, mais qu'elle n'est pas enregistrée pour nous faire bénéficier du CIR en 2019. Peut-elle s'enregistrer rétroactivement ou est-ce que c'est mort? Alors, non, malheureusement, c'est mort. Concrètement, effectivement, dans les dépenses agréées pour le crédit impôt recherche ou le crédit impôt innovation, il y a les dépenses de sous-traitance. Ces dépenses de sous-traitance, elles doivent répondre à un certain nombre de critères. Le premier critère, c'est que le prestataire doit être agréé au crédit impôt recherche pour le crédit impôt recherche, au crédit impôt innovation pour le crédit impôt innovation. Un prestataire agréé, ça ne veut pas dire que c'est simplement le fait qu'il a des activités éligibles au CIR, ça veut dire qu'il a suivi un processus spécifique d'enregistrement et d'agrément auprès du ministère de la Recherche. Donc, dans le cas où une entreprise un prestataire n'aurait pas mené cette démarche pour 2019, en temps et en heure, il n'est pas possible de le faire a posteriori. Autrement dit, tous les clients de cette entreprise ne peuvent pas prendre la facture de cette entreprise pour l'intégrer à leur propre crédit d'impôt innovation ou à leur propre crédit d'impôt recherche. Si vous avez donc bonne pratique, si vous commencez à bosser avec des sous-traitants prestataires, donc en innovation ou en recherche et développement, vérifiez dès le début, au moment de la conclusion du contrat,
qu'ils sont bien agréés au crédit impôt recherche ou agréés au crédit impôt innovation pour pouvoir prendre en compte leurs factures dans vos propres crédits impôt recherche. Il y a une manière de faire néanmoins, qui n'est pas une manière parfaite, mais qui peut être légitime dans certains cas. C'est lorsque cette facture, vous l'avez immobilisée comptablement, parce que ça correspond à une démarche comptable qui est légitime. Ça, c'est à discuter avec votre expert comptable. Et bien, dans ce cas-là, la dotation aux amortissements issue de cette immobilisation, que vous allez donc pouvoir avoir chaque année pendant la période d'amortissement de l'immobilisation, eh bien, vous pourrez l'intégrer dans vos crédits impôt recherche ou crédits impôt innovation. Et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'agrément. Mais pour faire ça, il faut d'abord que, évidemment, l'activité sous-jacente ait été éligible, que ça corresponde à quelque chose qui soit faisable sur le plan comptable, donc à vérifier avec notre expert comptable, et qui, évidemment, d'un point de vue scientifique, est légitime aussi. Ne sont éligibles en dotation aux amortissements que les amortissements de matériel ou immatériel utilisés dans le processus de R&D. Voilà. Donc, mais si vous respectez ces critères, ça peut être une manière détournée de tenir compte, enfin d'intégrer quand même une facture de sous-traitance à votre CIR ou votre C2I. D'accord. Tu parlais du guide des dépenses éligibles. Tu peux rappeler le nom pour les Alors, il y a, voilà, moi, Nicolas a répondu. Il y a deux éléments. Il y a un guide scientifique qui est en fait le document de référence pour déterminer l'éligibilité scientifique des travaux de R&D. C'est le manuel de Frascati dont Nicolas vient de mettre le lien pour le télécharger. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, si vous voulez avoir une vision plus large du crédit impôt recherche, il y a un guide du crédit impôt recherche qui est publié chaque année par l'administration fiscale et le ministère de la Recherche, et que vous pouvez trouver simplement un guide du crédit impôt recherche avec l'année, il ressort, et ça vous permet, d'en disposer et donc de regarder les grandes lignes du fonctionnement du CIR. On a on a pas mal parlé de CIR. Sur le statut JEI, quels sont tes conseils et réflexes pour les entreprises qui sont déjà bénéficiaires du statut? On va parler de ces entreprises-là. Et ensuite des entreprises qui n'ont pas encore de statut JEI. Qu'est-ce que tu dirais pour ceux qui sont bénéficiaires du statut? Eux, ils déduisent leur charge fiscale en cours. Est-ce qu'ils ont à optimiser peut-être leurs dépenses d'innovation? Parce que il y a beaucoup de boîtes qui vont dans les prochains mois moins vendre. Donc peut-être reporter des charges et des recrutements sur des postes de dépenses qui sont de la R&D. Est-ce qu'ils peuvent augmenter les salaires, les parts des salaires de leurs collaborateurs qui participent aux travaux de recherche et développement? Est-ce que tu as des petits conseils de bonnes pratiques pour ceux qui… Alors, il y a effectivement pas mal de choses qui peuvent être faites. Sur le sujet du JEI, la première chose à faire d'abord, c'est quand vous déposez un rescrit JEI, je recommande fortement aux entrepreneurs de déposer un rescrit JEI qui porte sur le plus d'années possible. Très souvent, on a tendance à déposer un rescrit JEI quand on est en 2020 pour demander est-ce qu'en 2020, on peut bien bénéficier du statut. Bon. C'est bien, on va faire un effort de documentation et ce rescrit va nous protéger en fait que pour 2020. Alors qu'en fait, il est possible de déposer un rescrit JEI portant sur plusieurs années. Donc, il vaut mieux aujourd'hui faire l'effort d'essayer de faire l'effort prospectif de déterminer ce que seront nos travaux de R&D en 2021, 2022, 2023, déposer du coup un rescrit JEI 2020, 2021, 2022, 2023, parce que la protection, l'accord qu'on aura de l'administration, la validation de ce rescrit, permettra de protéger les crédits impôt recherche et les exonérations de charges sociales, donc les avantages JEI et le CIR, sur toutes ces années. Donc, quitte à faire un effort de rescrit, autant le faire sur la durée la plus longue possible et aller chercher la plus grande sécurité pour vos CIR et votre JEI futur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le choix que vous faites de documentation scientifique. C'est que très souvent, en début de vie des entreprises, on se pose pas trop de questions, on documente un peu souvent les supports informatiques. On considère que la R&D dans l'entreprise, elle est au niveau du support informatique qu'on développe. C'est le cas, par exemple, des structures de plateformes ou autres qui adossent leur dossier de JEI ou de crédit impôt recherche sur le développement technique de la plateforme. C'est un raisonnement tout à fait naturel au départ. Très souvent, je pense que c'est une vision court-termiste parce que d'abord, c'est souvent difficile de justifier que cette plateforme relève vraiment de R&D d'un point de vue informatique. Si vous faites examiner ce code informatique par un professeur d'université nommé par le ministère de la Recherche pour déterminer si oui ou non
c'est de la R&D. Il y a quand même de bonnes chances qu'ils considèrent que par rapport à ce qui se fait en termes d'algorithmie en université, c'est pas de la R&D. Bon, ça c'est le premier point. Et puis deuxièmement, vous allez vite arriver au bout. Dès que vous avez fait votre plateforme, les premières couches, vous allez être plus limité dans ce que vous pourrez retenir au titre du crédit impôt recherche. Notre vision, souvent, elle est de se dire, ce que fait l'entreprise, c'est qu'elle elle est à la croisée de plusieurs disciplines scientifiques. Et souvent, elle vient par exemple digitaliser un process métier, digitaliser un process complet qui auparavant se faisait avec des bribes, j'allais dire, humaines à un certain nombre d'endroits. Et l'objectif de ces plateformes est de digitaliser des process complets. En faisant ça et en présentant un dossier de R&D qui repose, où l'informatique n'est pas l'objet, mais le support, le moyen du process de R&D complet de l'entreprise, qui est dans ce cas-là qui est une amélioration méthodologique, par exemple. Donc on est plutôt dans une discipline de sciences de gestion. Eh bien, si on fait valider ça, on a un spectre de R&D éligible au CIR beaucoup plus important chaque année pour l'entreprise et dans la durée. Et donc ça, typiquement, c'est des questions à se poser au tout départ. Il faut avoir une vraie réflexion et pas juste regarder, j'ai 3 développeurs qui développent une plateforme, je prends ces développeurs et je les présente aussi. Ouais, et puis même, tu dis au départ, mais aussi dans le courant. C'est-à-dire que là, il y a une optimisation de charge à aller chercher. Enfin, faut toujours rester dans. Je pense que ton conseil, c'est aussi de toujours pouvoir justifier en cas de contrôle les attributions de part dans la R&D des différents collaborateurs, Ouais. collaboratrices. Mais il faut potentiellement optimiser aujourd'hui le rôle des collaboratrices ou collaborateurs pour peut-être les amener vers la R&D et pas avoir une vision restrictive de qui fait de la R&D dans la boîte, ce que tu dis, quoi. Ouais, t'as parfaitement raison sur la question du contrôle. Il faut savoir que quand il y a un contrôle, l'administration fiscale va regarder éventuellement avec le ministère de la Recherche 2 choses, l'éligibilité scientifique. Donc là, on est vraiment sur une question de documentation scientifique. Donc il faut vraiment faire l'effort, que vous soyez seul ou que vous soyez accompagné par un cabinet, de documenter scientifiquement le mieux possible en respectant le formalisme demandé, ce que sont vos travaux de R&D. Ça, c'est la première chose. Et réfléchir d'ailleurs à mettre en valeur tous les indicateurs de R&D qui vont avec. Donc ça va être par exemple les fonctions et les titres dans la société. C'est important d'avoir des gens qui, dans leur contrat de travail, par exemple, ont des choses qui font référence à la R&D. Tout ça n'est pas opposable à l'administration, mais sont des éléments qui témoignent du fait qu'il y a une vraie démarche scientifique et de R&D dans l'entreprise. Avoir des éléments de dissémination interne, donc dire ben voilà, il y a un espace qui est prévu pour partager les connaissances acquises de ce processus de R&D en interne, participer, s'il y en a dans vos équipes qui sont enseignants par ailleurs dans leurs écoles d'origine, c'est important de le signaler. Tout ça participe du fait de démontrer la réalité scientifique des travaux de R&D. Puis la deuxième chose, c'est les éléments de justification administratifs et financiers. Et il y a un point qui est souvent un point difficile pour les startups, lorsque la question vient assez souvent, mais quand ça arrive, c'est toujours délicat, qui est de dire comment vous justifiez le temps passé à la R&D. Vous avez indiqué que monsieur Intel a passé 45% de son temps en R&D et vous avez retenu 45% de son salaire. Très bien. Pourquoi 45%? Comment vous me le démontrez? Alors, dans les grands groupes, ils ont souvent des outils de suivi de temps qui sont bien documentés et assez précis, et puis ça sert j'allais dire, de juge de paix. Dans les startups, très souvent, ça n'est pas le cas. Alors, en cas de contrôle, ça ne vient pas nécessairement sur ce terrain-là, mais si on a affaire à un inspecteur un peu tatillon ou qui n'est pas convaincu par la démarche de l'entreprise, il peut choisir d'attaquer par cet angle-là. Donc, je vous recommande de mettre en place des feuilles de temps à la semaine, au mois, peu importe, mais enfin un outil régulier auquel se référer pour déterminer les temps de R&D. Ouais, et puis on peut utiliser même les feuilles de temps ou les outils que peuvent utiliser les startups comme le Kanban, les Trello, les répartitions de temps des équipes techniques ou autres Ouais. pour Complètement. derrière, quoi. Donc, Complètement, et puis ça permet aussi de démontrer la participation de chaque personne aux travaux de R&D, puisque effectivement un Trello par exemple va permettre de voir qui a participé à quelle tâche, et donc de justifier leur intervention sur des sujets de R&D. ok. Et si j'ai pas de déposé, je suis pas encore à JEI, au statut JEI, est-ce que je peux prendre l'initiative de le faire maintenant? Est-ce que c'est recommandé parce que on va avoir des optimisations de charges à faire pour les entrepreneurs ces prochains mois? Qu'est-ce que tu dirais aux entrepreneurs qui sont dans ce cas-là? Oui, effectivement, plus tôt on le fait, mieux c'est. Pourquoi plus tôt on le fait, mieux c'est? Parce que
le rescrit GEI, enfin l'application du statut GEI va vous permettre de réduire vos charges sociales, je le disais au départ. Donc aujourd'hui, on est dans une période où chacun va être très vigilant sur son cash burn. Donc tout ce qui va permettre de réduire le niveau de charge sociale et donc le coût de la masse salariale est important. Si vous pensez être GEI, donc en gros, il y a un certain nombre de critères administratifs et puis un critère principal qui est le fait d'avoir 15% de charges qui soient des charges de recherche et développement. Donc si vous pensez être GEI, dès à présent, demandez à votre expert comptable ou à ceux qui s'occupent de votre paye de cotiser en JEI, c'est-à-dire de cotiser avec le code 17134, c'est le code des JEI, à taux réduit pour toutes les personnes impliquées à plus de 50% de leur temps en R&D. Ça, c'est le premier point. En parallèle, faites un rescrit, parce que ce rescrit vous permettra, avec une réponse sous 3 mois de l'administration, d'avoir un document opposable en cas de contrôle. L'administration n'interdit pas de se déclarer JEI et d'appliquer déjà les optimisations de charges sociales. Il faut simplement prévoir à l'avenir de faire un rescrit pour pouvoir se sécuriser en cas de contrôle. Ok. On a quelques questions. On a encore 5 minutes pour les questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions super denses. Avec plaisir. Merci Jonathan. Alors, si une partie de la R&D est sous-traitée en France, est-ce que le coût de cette sous-traitance est éligible? Alors, ça rejoint la question qu'on a eue tout à l'heure sur la question donc des prestataires sous-traitants. Si le sous-traitant est agréé au crédit impôt recherche, oui, vous allez pouvoir intégrer la facture de sous-traitance dans vos propres dépenses de R&D. Il n'y a pas besoin d'ailleurs que le prestataire soit lui-même en France. On peut très bien agréer au crédit impôt recherche français une société espagnole, allemande ou autre. Donc, gardez en tête que ce qui compte, c'est la liste publiée par le ministère de la Recherche sur la liste des sous-traitants agréés au crédit impôt recherche. Et dans ce cas-là, la facture est intégrée dans vos dépenses de R&D. Vous en récupérez donc 30% au titre du CIR. Ok. Bien sûr, il faut que l'activité concernée par la facture soit une activité éligible. Ça va de soi. D'accord. Et justement, sur une agence de sous-traitance, quand on l'inscrit en dotation aux amortissements, est-ce que c'est à partir de ce moment-là qu'on peut le faire? C'est très spécifique, comme dirait Stéphane, mais comment on l'inscrit en comptabilité agence en sous-traitance? Oui, alors donc effectivement, la question c'est, je reprends la question de Stéphane. Donc, ce qu'il souhaite comprendre, c'est effectivement comment faire un point, enfin comment intégrer au mieux cette facture a posteriori. Si on parle d'une facture qui a été faite en 2019, faut qu'il voit avec son expert comptable si sa liasse fiscale 2019 n'a pas été finalisée et s'il peut encore faire le choix d'immobiliser cette facture si d'un point de vue comptable, ça a un sens. Il y a un certain nombre de règles à respecter pour l'immobilisation de factures au lieu de les passer en charge. Donc ça, c'est à voir avec son expert comptable. Si c'est le cas, alors la dotation aux amortissements qui est générée chaque année pourrait éventuellement être intégrée au crédit impôt recherche ou au crédit impôt innovation. Mais on pourra en parler hors webinaire avec plaisir. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. On a pas mal de questions. Où est-ce qu'on peut te contacter pour nous? De toute façon, on redirige vers. Avec plaisir. On est joignable pour tous ceux qui le souhaitent chez Optimal Gestion pour discuter de tout ça. On accompagne une centaine de clients de toute taille, que ce soit des petites startups qui viennent de naître comme des startups plus abouties. Donc on est toujours ravis d'aider les entrepreneurs à se développer et à grandir. Et d'ailleurs, vous êtes pas mal à avoir pas bénéficié de dispositifs BPI ou avoir des questions sur ce sujet. Demain, on a un webinaire que j'ai mis dans le lien sur l'explication de tous les autres dispositifs. Là, on a fait un vrai gros focus et merci encore à toi sur tout l'aspect CIR, JEI et même si vous avez d'autres questions, on redirigera vers Jonathan et ses équipes de toute façon. N'hésitez pas à vous inscrire. Si vous avez d'autres questions, nous on fait, comme je le rappelle, des calls gratuits pour entrepreneurs d'une demi-heure avec des gens qui savent vraiment mettre à plat tous vos dispositifs de financement différents parce que c'est vraiment une jungle en ce moment entre les dispositifs qui existaient avant,
les dispositifs spéciaux par rapport à la crise actuelle. On vous établit un petit peu un récap de tout ça et surtout par rapport à votre projet et votre étape d'avancement, ce que vous faites, quoi. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Vous allez avoir un mail avec la vidéo du webinar. Et puis n'hésitez pas à nous poser des questions. Je pense qu'on peut vous dire bon courage. Je sais pas, c'était un mot de la fin, Jonathan? Oui, bah, écoutez, n'hésitez pas à nous contacter pour toute info complémentaire. Je vais vous laisser mon mail sur le chat. Voilà, comme ça, vous pouvez m'écrire et puis même mon mobile. De toute façon, n'hésitez pas. Et puis, on en discute avec plaisir. Merci beaucoup, Adrien. Merci à toi. Et puis, bon courage à toutes et à tous. Et puis, à demain pour un nouveau webinaire. Au revoir.